Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessous de la littérature. Cette semaine, nous nous retrouvons après un petit interlude parce que j'étais un peu aphone, atteinte de sinusite pendant 2 semaines, pour parler de celui qui s'est révolté contre l'impérialisme et contre les totalitarismes tout au long de sa vie. Celui qui a inventé le terme de 9 langues, celui qui a utilisé la métaphore des animaux pour dépeindre une situation politique. Oui, vous avez bien compris. Cette semaine, nous parlons de George Orwell. Par contre, rien de bien réjouissant dans cette anecdote puisque je vais vous emmener à ses côtés dans les tranchées et à la guerre, puisque nous partons en effet en Espagne, en pleine guerre civile, en 1936, alors que George Orwell y vivra ce qu'il caractérisera comme, je cite, la plus grande expérience de sa vie, et qui lui a d'ailleurs inspiré ses 2 romans phares, La ferme des animaux et 1984 bien sûr. Mais avant cela, comme chaque semaine, nous embarquons pour une première partie biographie. George Orwell, de son vrai nom, Eric Arthur Blair, est né le 25 juin 1903 à Motiari, en Inde, dans une famille bourgeoise britannique. Son père est un fonctionnaire de l'administration des Indes, chargé de la régie de l'opium, et sa mère, Ida Mabel Limousin, a vécu en Birmanie dans une famille qui vivait du commerce du bois. Accompagné de ses 2 sœurs et de sa mère, Eric Blair arrive en Angleterre en 1904, tandis que son père ne les rejoindra définitivement qu'à sa retraite en 1911. Au début de sa scolarité, Eric Blair se distingue pour ses excellents résultats qui lui permettent d'obtenir une bourse pour entrer dans le prestigieux collège d'Eton, où il entre en 1917 et au sein duquel il aura comme professeur, entre autres, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Et ensuite, c'est pas très clair. Est-ce que c'est par flemme ou par sentiment de révolte ? Toujours est-il que notre cher Eric passe d'un étudiant brillant à un étudiant médiocre en seulement très peu de temps. En tout cas, dès son adolescence, il affiche l'ambition de devenir un écrivain célèbre. En parallèle, son deuxième autre grand rêve est de retourner aux Indes. Et c'est pourquoi, en 1922, il endosse à son tour l'uniforme pour devenir sergent dans la police impériale de Birmanie. Le contexte sur place est relativement tendu, pour ne pas dire explosif. Les Britanniques sont de moins en moins bien tolérés et le nationalisme birman connaît une ascension qui engendre malheureusement une dure répression. Sans doute est-ce pour cela qu'à la fin de ses 5 années en tant que sergent, Eric Blair, futur George Orwell, deviendra un farouche adversaire de l'impérialisme. En 1927, donc, il remise sa tenue de sergent au placard, il rentre à Londres et il en explore les bas-fonds. La nuit, il visite toutes les rues et les asiles les plus sinistres, il rencontre les ouvriers, les sans-abri et devient, encore plus qu'il ne l'était déjà, un socialiste convaincu. Ensuite, il part en escapade parisienne chez une tante pour tenter d'écrire. Mais ce n'est pas réellement un succès. À part une pneumonie, rien ne veut de lui et il finit par jeter l'éponge, au sens propre, puisqu'il avait fini par devoir faire la plonge dans un restaurant, comme il était à court d'argent, et il retourne en Angleterre. En 1929, il poursuit ses explorations et va même jusqu'à vivre sans abri et vagabond pendant quelques jours ou quelques semaines, mais comble de l'ironie, il est contraint d'arrêter car il n'a plus les moyens d'être pauvre. Forcé d'accepter un boulot alimentaire qui ne l'enthousiasme guère, Orwell devient enseignant, charge pédagogique qui l'ennuie effroyablement jusqu'en 1934, tout en continuant l'écriture en parallèle. Mais bon, ce n'est toujours pas satisfaisant à ses yeux. Il a beau travailler comme un forcené à ses romans et ses écrits, il les juge médiocres. Après un court interlude en tant que libraire, Orwell se rend ensuite dans le nord de l'Angleterre sur la commande de son éditeur pour étudier les conditions de vie des mineurs dans les régions industrielles. En 1936, il part en Espagne pour participer à la guerre civile aux côtés des républicains. Je ne vous en dis pas trop puisque c'est le sujet du jour et que j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y restera 1 an, puis il en revient avec son épouse, Eileen O'Shaughnessy. Je suis pas sûre de la prononciation, pour être honnête.
Progressivement, alors que l'Europe s'enlise sur la pente bourbeuse de la Seconde Guerre mondiale, George Orwell poursuit son engagement révolutionnaire. Il devient producteur à la BBC et journaliste pour un journal trotskiste. En 1943, il démissionne de la BBC et entame la rédaction de La Ferme des Animaux, qu'il achèvera en 1944. En 1945, il devient envoyé spécial pour le journal The Observer en France et en Allemagne pour y commenter la vie politique. Son roman 1984 paraît en 1949. Il l'a rédigé en Écosse dans une ferme où il s'alarme de l'état écologique de la Terre. Depuis quelque temps, il a également contracté la tuberculose et il entre la même année à l'hôpital à Londres où il décédera en 1950. Voici pour la première partie de cette courte biographie de Eric Arthur Blair, alias George Orwell, nom de plume qu'il commence à avoir à partir de 1933, marqué, comme vous le voyez, par une vie brève et tumultueuse. J'en viens maintenant à l'anecdote du jour, celle qui a marqué de son empreinte tout l'engagement anti-stalinien et anti-totalitaire des écrits de George Orwell, son passage au sein de la guerre d'Espagne. Pour rappel, la guerre d'Espagne, c'est ce conflit, somme toute assez méconnu, peu enseigné, qui se déclenche en 1936 et durera tout de même jusqu'en 1939. Lors de ce conflit, pour le résumer et pour le simplifier, on voit s'opposer deux camps, au sein desquels essaiment moult factions. D'un côté, on a les républicains espagnols, qui soutiennent la Deuxième République espagnole, démocratiquement élue et constituée depuis 1931. Et de l'autre, on a le camp franquiste, du nom du général Franco, qui, aux côtés d'une partie de l'armée, ne voit pas d'un bon œil la victoire du Front populaire, le Frente Popular, aux élections de février 1936, et qui pense que cette coalition de gauche prépare une révolution communiste. C'en est un peu trop pour un certain nombre de généraux de l'armée espagnole et également pour tous les intérêts capitalistes d'une bonne partie de la bourgeoisie européenne, dont le nom ultérieur et victorieux le plus connu donc de ce camp sera celui du fameux Franco. Un assaut militaire est lancé depuis le Maroc et depuis le bas de la péninsule ibérique, avec nul autre but que renverser le gouvernement républicain qui est trop orienté à gauche. Les forces militaires se déploient depuis le Maroc et remontent sous le commandement de Franco toujours, avec quelques autres généraux, mais qui sont pas vraiment passés à la postérité. Assez vite, ce sont donc deux Espagnes qui s'opposent. L'Espagne populaire, celle des travailleurs et qui prennent spontanément les armes pour défendre la République, et de l'autre côté, l'Espagne conservatrice, catholique, sous la houlette de Franco, mais également sous la protection des grands industriels européens, je l'ai déjà dit. N'étant pas spécialiste de ce conflit très complexe, je m'en tiens à ces simplifications qui n'ont pas d'autre but que de vulgariser le conflit et de nous en faire comprendre les enjeux pour poser le contexte de cette anecdote littéraire. Toujours est-il que pour comprendre ce qu'un Britannique comme George Orwell vient faire là, il me faut vous parler un tout petit peu plus du camp républicain. Car oui, en fait, le camp républicain, sous cette appellation unie, était en réalité très composite et constitué d'une multiplicité de factions et d'obédiences différentes. Il y a des anarchistes, il y a des communistes, mais même au sein des communistes, il y a les staliniens, il y a les marxistes, il y a les anti-staliniens, il y a les trotskistes, etc., etc. Sur le terrain et partout en Espagne, ce camp est surtout constitué de travailleurs, d'ouvriers qui s'emparent de ce qui leur tombe sous la main pour entraver l'avancée militaire de Franco. Et très vite, cette résistance populaire et ce côté en fait de mise en place révolutionnaire sur le terrain, puisqu'il y a énormément d'expérimentations sociales qui voient le jour en très peu de temps, ça engendre une admiration par-delà les frontières et ce sont donc des résistants et des révolutionnaires de plus de 70 nationalités différentes qui viendront leur prêter main forte. Aux côtés de Franco, l'alliance est assez claire, avec des renforts en hommes et en armes, très vite et de manière massive, de la part d'Hitler et de Mussolini, bien avant, le début de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, côté républicain, aucune démocratie européenne ne daigne envoyer de l'aide, par crainte que cette révolution populaire n'essaime de l'autre côté des frontières. George Orwell, pour sa part donc, parce que c'est quand même de lui qu'il s'agit, y arrive en décembre 1936 à l'âge de 33 ans. Il a tout laissé derrière lui, femme et patrie, pour se joindre aux révolutionnaires au sein du POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui est relativement petit par sa taille et qui se caractérise notamment par son anti-stalinisme. Il sera alors engagé sur le front d'Aragon et blessé par une balle au cou notamment.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'en l'occurrence, ce qui le marquera véritablement bien davantage que cette balle passée à quelques centimètres de sa carotide et qui aurait pu tout simplement le tuer, c'est le danger du stalinisme et par extension du totalitarisme qui inspirera, je l'ai déjà dit, La ferme des animaux et 1984. Mais comment constate-t-il ce danger, me demanderez-vous ? Tout simplement car l'URSS accepte d'intervenir et d'envoyer des hommes et des armes en Espagne, du côté républicain, mais uniquement si ce camp républicain cesse de faire progresser la révolution qui était en marche, ce qui est assez paradoxal, me direz-vous. Je suis bien d'accord avec vous. Mais il faut bien se remettre le contexte historique en tête. Dans le camp républicain espagnol, je l'ai dit, ce n'était pas seulement la démocratie qui était défendue contre ce qu'allait devenir la dictature de Franco. C'était également, à travers tout le pays, des expérimentations révolutionnaires et sociales qui étaient menées. Les paysans avaient collectivisé les terres, des factions anarchistes et communistes tentaient de nouvelles formes de coopératives ouvrières. À Barcelone, par exemple, toute la structure sociale était en train d'être réinventée. C'était une insurrection, certes républicaine, mais qui allait vraiment de pair avec des expérimentations révolutionnaires. Or, en 1936, côté Union soviétique, la révolution de 1917, certes, elle est encore dans les mentalités, mais elle est quand même assez loin, puisque c'est la continuation de grandes purges staliniennes, des procès et une répression massive. Ce que l'Union soviétique, s'empresse également de mettre en œuvre en Espagne en arrivant, par crainte que ce terreau révolutionnaire espagnol ne donne des idées révolutionnaires en URSS également. George Orwell lui-même échappe de peu à la mort, et non pas tant à la mort causée par le camp franquiste, je vous ai parlé de cette balle, mais surtout par de soi-disant alliés qui étaient les soldats soviétiques. Parce qu'il faisait justement partie du POUM, ce parti anti-stalinien. Dans son livre Hommage à la Catalogne, il raconte ainsi qu'il a échappé non seulement à des accusations d'espionnage et de trahison qui étaient montées de toutes pièces contre lui, mais également à des tirs répétés à Barcelone, et justement parce que l'ambition des factions staliniennes était claire, éliminer tous ceux qui pouvaient être d'obédience plutôt trotskiste que stalinien. C'est une frénésie d'extermination de toute opposition et de toute différence de pensée. George Orwell y échappe de justesse en rejoignant la frontière française en 1937. Mais cette expérience le marquera profondément jusqu'à faire de la lutte contre le totalitarisme le combat essentiel de sa vie et de sa plume et auquel on lui doit ses 2 chefs-d'œuvre les plus connus. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!